à cette deuxième émission portant sur l'immobilier et la génération des baby boomers. Ici Catherine Huet, courtier. Je suis en compagnie de mon collègue Charles Sauvé. Bonjour Charles. Salut Catherine. Ça va bien? Bon, et toi? Oui. Je veux prendre juste 2 petites minutes Oui. pour remercier les gens qui nous ont suivis, les réactions qu'on a eues aussi à notre première émission qu'on a fait sur l'immobilier. Vous avez été nombreux à nous écrire aussi. C'est pour ça qu'on fait ça. On veut démystifier un peu, rendre accessible l'immobilier, le marché d'aujourd'hui. Oui, et rapidement, je vous répète un peu l'adresse, mais qui est info@usauvimmobilier.com. Et comme Catherine le disait, merci pour commentaires et questions surtout. On essaie de faire le tour dans nos capsules le plus possible de sujets définis qui touchent l'immobilier. Évidemment, c'est difficile de toucher à tout. Alors, gênez-vous pas. Évidemment, on est là pour ça. Si vous avez des questions qui vous appartiennent, plus précises dans vos projets, ça nous fera plaisir d'y répondre certainement. Lors de la première émission, vous avez pris la décision de vendre votre propriété. Vous savez peut-être pas, mais votre décision est prise. Exactement. Donc, la prochaine étape va être de faire l'évaluation de votre propriété. Vous voulez savoir là, si vous avez le budget pour les projets que vous avez, soit d'acheter un chalet ou peu importe. L'important, donc, c'est de faire évaluer votre propriété et là, faire attention au beau-frère qui rentre dans la maison puis qui dit « Écoutez, ça vaut 500 000 chez vous, c'est pas comme ça que ça marche. » On entend ça souvent, évidemment, dans nos rencontres et dans le domaine. Chacun a son opinion sur la valeur du marché ou d'une propriété, surtout quand c'est intra-famille comme ça, comme Catherine l'a mentionné avec les amis. Tout le monde a un beau-frère qui connaît ça. Il connaît ça plus que nous, en fait. Alors, bon. L'important de la première rencontre, souvent avec les courtiers, c'est l'évaluation. Alors, on a la compétence, évidemment, la connaissance du marché pour vous éclairer à ce niveau-là. C'est super important de le faire, évidemment, parce que ça va en fait exploser votre propriété en différents points techniques qui sont à date ou pas dans le marché d'aujourd'hui, dépendamment de l'âge des propriétés. Est-ce que l'équipement, je fais allusion par exemple au système de chauffage, disons, prenons ça, la fournaise, est-ce qu'elle a été remplacée récemment avec la thermopompe ou non? Il y a des trucs comme ça qu'il faut vraiment comparer versus un voisin ou quelqu'un dans votre secteur qui aurait vendu, sur lequel on peut en fait baser notre évaluation. Faut savoir si cette propriété-là, elle avait eu une fournaise remplacée. Est-ce que la toiture a été remplacée ou pas? Est-ce qu'avec les années, les cuisines ont été refaites? Il y a des trucs comme ça super importants à démystifier un peu et exploser par rapport à chaque projet et qui vont arriver, en fait, à vous donner un prix à la hausse ou à la baisse versus les maisons qui ont été vendues sur le marché, donc les comparables directs avec la vôtre. On appelle ça une ACM, analyse comparative de marché. Oui. Et vraiment, c'est les chiffres qui parlent. Là, oui, bien sûr, quand on évalue une propriété, il y a l'expérience qui rentre en ligne de compte. Ça fait longtemps que tu fais ça, Charles, tu as quand même une opinion, mais tu te gardes toujours, puis ça, j'adore ça de toi, de donner tout de suite un chiffre comme ça après avoir vu la maison 5 minutes. Donc, tu te gardes et puis tu vas faire tes devoirs, comme on dit au bureau, avant de revenir. Oui, je pense qu'en fait, chaque courtier qui travaille dans un secteur depuis des années peut arriver à vous lancer un chiffre et un prix assez facilement, surtout des courtiers actifs qui auraient vendu une maison, une propriété près de la vôtre dans les dernières semaines. Alors bon, on a l'expérience qu'on a. On peut rapidement comparer ce produit-là au vôtre et arriver à un prix. Ceci dit, nous, on préfère en fait prendre ce temps-là avec les clients parce que c'est important de comprendre le pourquoi du chiffre. Et donc, avec l'étude qu'on présente, c'est plus facile de comprendre pour vous. Comme encore une fois, je répète tout le temps l'explosion de la maison un peu en critères, mais on les passe point par point, là, que ce soit la grandeur du terrain, par exemple, l'emplacement est super important, les rénovations, les cuisines, les salles de bain, tous ces facteurs-là sont pris en compte. Et dans l'étude, on les voit point par point. Alors, une fois la présentation terminée, souvent les clients sont surpris, agréablement surpris, mais comprennent beaucoup mieux sur quoi le prix est basé. C'est basé sur du concret. Dans le fond, on n'invente pas des chiffres, c'est vraiment le marché qui parle, donc c'est appuyé sur quelque chose. Et ensuite de ça, on arrive souvent à une moyenne. Et là, il y a une stratégie là, de mise en marché pour établir le prix de vente, si tu veux, tout dépendant des besoins et des attentes des clients. Oui, évidemment, les études vont sortir un prix pratiquement au dollar. Faut pas l'avoir comme ça. Plutôt, je vous dirais, par fourchette. Dans le marché d'aujourd'hui, une fourchette pratiquement de 50 000, qui semble beaucoup, mais quand même, avec 3 prix, je dirais, je mettrais ça en 3 catégories. Un prix qui est à la braquette du haut,
qu'un vendeur veut vraiment essayer d'optimiser J'ai le temps, sa je veux valeur. prendre mon temps pour vendre, je veux Ouais. voir, je veux tester le marché. Exact. On le voit beaucoup. Ceci dit, c'est plus nécessairement les marchés pour faire ce genre de stratégie-là. C'est un peu passé, je dirais, comme marché. Je priorise vraiment le prix moyen, en fait, et même dans certains cas, le prix qui est beaucoup plus agressif, mais qui donnera les mêmes résultats. C'est la beauté du marché d'aujourd'hui. Je lève ma main. Oui, Dans le marché désolé. d'aujourd'hui, dans le marché d'aujourd'hui, on voit moins ça des négociations là, de 50 000 Ouais. ou de 25 000. On voyait ça avant beaucoup. Quand il y avait une propriété à vendre à 800, tu pouvais dire, oh, je vais tester, je vais faire une offre à 750. Aujourd'hui, on n'est plus là du tout, là. Non, puis c'est une façon, ben exact. La façon de négocier est différente. On donne les commentaires assez souvent de dire, ben c'est pas grave qu'il me fasse une offre, puis on verra Ouais. avec la négociation. Ouais. En ayant un prix de liste assez élevé. Ça fonctionne plus comme ça, honnêtement. Le prix de liste trop élevé vous amène pas de visite ou très peu et certainement pas d'offre. Le marché ne fonctionne plus comme ça à attirer une offre à 100 000 en bas d'un prix demandé. Ouais. La clientèle n'est pas intéressée de travailler comme ça aujourd'hui. Et ça, c'est peut-être le plus gros ajustement de la clientèle des baby boomers versus le marché d'aujourd'hui parce que, à moins d'avoir fait de l'immobilier dans les quelques dernières années, mais si vous êtes propriétaire de la maison depuis 15-20 ans, c'est autrement différent aujourd'hui, la façon d'approcher cette négociation-là et cette mise en marché-là aujourd'hui. Même qu'aujourd'hui, quand ta maison est sur le marché depuis un certain temps aussi, les gens se demandent, voyons, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait elle est encore là après tant de... Et on dit souvent brûler la maison quand ton prix est trop élevé Oui. pour tester, justement. Tout va en accélérer aujourd'hui. Anciennement, brûler une maison, là, je vous ramène à il y a 15 ans, une quinzaine d'années ou 20 d'années en arrière. J'ai déjà eu moi-même dans des marchés difficiles des maisons, des listings qui étaient sur le marché depuis plus qu'un an et demi. Et à travers un an ou deux, on ajustait les prix en conséquence. Ce qui est très dangereux parce que comme ça, tu brûles la maison. Parle-moi de ton escalier, là. Oui, exact. C'est comme ça qu'on finit par brûler une maison. On brûlait les maisons à l'ancienne. Le propriétaire établissait un prix qui était trop élevé en pensant qu'il allait quand même avoir une offre négociable. Si mon prix était ici et que le sien était Toi, ce là, que tu suggérais était ici, là, maintenant. un prix relativement juste. Ouais. Dans cette époque-là, le marché baissait. Alors, le temps passait. 6 mois plus tard, le propriétaire te disait, bon, Charles, je vais t'écouter, on va baisser de 25 000 le prix. Mais comme c'était des marchés qui étaient moins positifs, le fameux prix, lui aussi, avait baissé de 25 000. Okay. 6 mois plus tard, on vendait pas. Le propriétaire nous disait encore une fois, Charles, on est plus motivé, on va rebaisser d'un 25 000. Le prix moyen était rebaissé d'un autre 25 000. Alors, on s'en allait en pente descendante comme ça, sans jamais toucher le marché. Alors ça, c'est plus délicat, là. On n'est pas là aujourd'hui. C'est là où je vois aussi la confiance qu'il faut avoir, l'équipe que tu fais entre toi et le client, le courtier. Il faut que vous ayez confiance en votre courtier aussi. Il connaît ça, il y a de l'expérience là-dedans, donc faites-lui confiance quand il vous avance des chiffres comme tu le faisais là. Oui, moi, en fait, sans prétention, mais je suis quand même confiant dans mes capacités d'évaluer les propriétés. On en a fait depuis des années ensemble et tout. J'ai des bonnes bases dans la construction, la rénovation. Il faut se garder aussi au fait de ça. Les matériaux ont beaucoup changé aujourd'hui, alors c'est pas juste d'être au courant du marché immobilier, mais aussi des coûts de remplacement de certains items. Alors, il faut se garder nous-mêmes un peu à l'affût de tout ça pour mieux évaluer. Mm-hmm. Dans les marchés d'aujourd'hui, la beauté un peu de la rapidité de ce marché-là, c'est qu'il y a deux choses. En fait, si le prix est trop élevé, on va avoir des nouvelles, je vous dirais, en l'espace de, je veux pas dire une semaine qui est très rapide, mais presque ça, en l'espace de 2 ou 3 semaines. Le marché te parle. Exact. Si en 2-3 semaines actuellement, vous n'avez pas de visite dans votre propriété, il n'y a certainement pas d'offre, bien évidemment, on n'a pas besoin d'attendre 3 mois, 4 mois, 5 mois. La maison est trop élevée au niveau des prix. On a nos réponses sensiblement en l'espace de quelques semaines. Certainement la première même semaine, souvent, où ça décroche le plus d'actions, le plus de visites. Et puis, même si on listait une maison avec un prix plus bas, ben la beauté d'aujourd'hui, c'est que le marché vous donnerait une surenchère presque automatique parce qu'il y a assez d'acheteurs sur le marché pour protéger une valeur de base de ces maisons-là. Alors, la notion de donner, je veux pas te donner ma maison. On entend ça souvent. Évidemment. Ben oui. On ne donne pas des maisons. Personne n'est là intéressé à donner des maisons. Et si vous donniez votre maison, ben, actuellement, il y aura 3 acheteurs qui vont tirer les mêmes conclusions et parmi ces acheteurs-là, il y en a un qui va vous ramener un prix plus élevé qui représentera le marché pour vous acheter pour être certain d'avoir la propriété. Alors, la notion de donner la maison n'existe plus.
Le marché est là pour vous donner sensiblement là, ce que la maison vaut avec les comparables et tout. On s'appuie sur nos études, évidemment, du début, mais c'est la beauté de la rapidité là, en ce moment. Avant de parler de préparation de la maison, il y a aussi des documents à remplir quand la décision est prise et puis que là, on établit le prix de vente de la propriété. Donc, aujourd'hui, il y en a de la paperasse. C'est correct aussi, ça protège tout le monde. Mais vous allez voir, ça se fait tout par signature électronique aujourd'hui, la plupart du temps. Oui, Donc, toujours possible. on a un contrat de vente à signer, une déclaration du vendeur, puis le consentement 25. Oui, parce que, bon, évidemment, il est au courant tant que moi, mais il y a l'OACQ qui est derrière nous toujours, Catherine, et tu sais bien, depuis les dernières L'organisme qui années. nous régit. Oui, exact, qui régit le protège courtage le public. au Québec, qui travaille pour vous, en fait. Qui protège le public. Mais qui nous surveille quand même et chapeaute le marché. Alors, ils Oui. sont arrivés dernièrement, les dernières années, avec plusieurs formulaires à annexer ou à complémentariser le CCV, la déclaration du vendeur, le CCV pour contrat de courtage-vente, et la déclaration du vendeur, dans notre jargon, la DV. Alors, le consentement 25, c'est... la diffusion d'informations, en fait, le droit de diffuser l'information. Il faut pas prendre peur à ça. C'est pas pour diffuser ça de façon at large sur tous les plateformes et les réseaux, mais quand même, la loi aujourd'hui, étant donné qu'on transmet quand même ces informations-là entre agences et courtiers, on a une certaine réglementation. Pour remplir un contrat de courtage, j'ai besoin de l'identification de la personne, donc les papiers personnels, permis de conduire et tout ça. Avec donc, photo, une ça pièce m'autorise d'identité. exactement d'utiliser ça. Oui. Le contrat de courtage. Allons-y. Identification de la propriété, premièrement. Identification des parties, donc des propriétaires, identification du courtier. Le prix, donc qui a été identifié, le prix qui va être affiché. On peut parler peut-être des délais. Les délais sont importants, évidemment les inclus et les exclus. Aussi. Mais sans aller trop vite, les fameux délais, oui, la prise de possession et la livraison de la maison, c'est super important pour tout le monde, autant pour votre acheteur que pour vous. Si vous avez un projet bien défini, et là je vous fais une histoire courte, mais un condo, disons, que vous avez déjà réservé et vous êtes garanti de l'avoir à telle date, beaucoup plus facile à ce moment-là pour nous de gérer un contrat et une offre d'achat en conséquence. Ceci dit, il faut se donner un petit peu de temps, déménager en 30 jours pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde, t'as raison, c'est pas pour tout le monde, mais c'est aussi surtout la génération des baby boomers qui ont accumulé dans leur propriété pendant plusieurs années. Donc, on peut choisir, on peut mettre un 30, un 60 jours, un 90 jours, on voit du 120 jours. Ouais. Et ces datas peuvent être flexibles également, donc signature et occupation de la maison. Il y a aussi dans le contrat de vente le délai du contrat, donc qui peut être de 6 mois, de 1 an exactement. Tout à fait à ce niveau-là. Chaque courtier, en fait, il n'y a pas de règle à ce niveau-là nécessairement. Très peu de courtiers vont le faire, je vous dirais, en bas de 3 mois, voire 6, parce qu'il y a quand même le travail derrière, les coûts ou les frais d'investissement de prise de photos. Il faut se faire aussi confiance là-dedans. Il faut bâtir une relation entre client, vendeur et courtier. En général, je dirais que les contrats, oui, vont osciller entre 6 mois, voire années, dépendamment des produits, mais c'est dans ce quoi on se tient là. Je vais revenir sur les inclusions et les exclusions. Souvent, on voit des choses qui sortent un peu de nulle part, comme par exemple, j'ai vu récemment dans une propriété que j'ai visitée en fin de semaine, la piscine creusée. Oui. Bien entendu que il serait étonnant que les vendeurs partent avec. Ce serait étonnant que, oui, des trucs comme ça, en fait, pas nécessairement les inclure dans un contrat. Qu'est-ce qui est inclus habituellement, là? Tout ce qui est, on a l'habitude de dire tout ce qui est collé, cloué, vissé par défaut dans la propriété, en général, est inclus par défaut. Si vous voulez enlever, par exemple, un lave-vaisselle qui est vissé avec la plomberie ou un module, une fixture de famille, on le voit dans plusieurs exemples. Alors là, il faut le mentionner parce que ces équipements-là sont vissés à même la maison. Okay. Évidemment, on n'est pas obligé d'exclure un sofa, un frigidaire qui est simplement connecté avec une prise de courant. Ça fait partie des exclus, pardon. Mais c'est plutôt l'équipement qui est collé, vissé après la maison. Là, il faut le mentionner si vous voulez retirer ça de la vente. On va en parler un peu plus tard dans d'autres capsules, mais ça prend aussi un certificat de localisation à date. On a parlé un peu dans la première capsule, mais ce certificat de localisation-là doit avoir un maximum de 10 ans pour être valide chez le notaire. Les banques demandent ça souvent, oui, exactement, que ça soit mis à jour versus nouvelle réglementation municipale, par exemple, les marges avec les années. Vous pouvez être propriétaire d'une maison depuis 25-30 ans.
à l'époque, vous respectiez les marges de recul, les marges latérales, des trucs comme ça, mais avec les années, il y a peut-être eu des changements. Ça ne veut pas dire que ça vous met à défaut ou à problème. Vous avez des clauses grand-père un petit peu ou alors d'acceptation de la ville dans ces cas-là, mais c'est bien d'avoir des documents, surtout le certificat à date. Comme ça, vous arrivez chez le notaire ou avec un acheteur Il n'y a pas avec de des bons surprise. documents, pas de Oui, surprise. exact. Effectivement, et l'acheteur achète en connaissance de Puis cause. des fois, on se fait dire, oui, mais mon certificat de localisation, il y a moins de 10 ans, donc il est valide. Oui, mais non, parce que vous avez ajouté, mettons, une galerie ou autre chose, une Ouais. piscine à ce moment-là. Malheureusement, il faut le faire refaire et c'est quand même un coût là, d'un petit peu plus de 1000 $. Tout a augmenté, oui, même dans ces cas-là, les certificats anciennement, il n'y a pas si longtemps, ils étaient sous les 1000 $, de 8 900 à peu près. Là, c'est rendu entre du 15 et du 12 et du 15 100. Et encore là, il n'y a pas de règles établies. Chaque arpenteur a ses prix, mais ça oscille dans ces eaux-là. Ça, on en parlera peut-être même avec Félix, un notaire, directement, parce qu'il y a une notion de loi avec le certificat de localisation. Tu mentionnes qu'un certificat à l'intérieur de 10 ans avec certains changements pourrait être obligatoirement refait, mais dépendamment de ce changement-là, il y a une notion aussi d'assurance titre qui peut être prise chez le notaire sans refaire le certificat, mais qui donne une assurance ou une garantie à l'acheteur d'être obligé de modifier ou de remplacer un système qui aurait été ajouté mais non mentionné sur le certificat. C'est une protection qui est offerte à l'acheteur dans ce cas-là. Mais je pense que ça méritera Quelques une autre centaines de conversation. dollars Ouais. supplémentaires. Oui. Il y a moyen de moyenner, mais on en parlera avec Félix probablement. OK. Est-ce qu'on parle, juste avant de terminer, il y a aussi la rétribution. Fait qu'on a la rétribution des courtiers. Si jamais tu voulais être payé. La quoi? qui varie là, entre 2 et 5 là, tout dépendant là, des courtiers. On va passer à la déclaration du vendeur, document obligatoire quand vous vendez une propriété. D'ailleurs, l'acheteur qui dépose une offre sur votre propriété doit absolument la signer. C'est un peu la mise à nu de votre maison. En fait, on veut tout savoir et c'est important de tout déclarer. Des fois, on se fait souvent dire « Ah, est-ce que je devrais… » Ben, moi, j'ai pour mon dire, si tu te poses la question en partant, déjà, écris-le. C'est un bon signe. Écris-le. Ouais. Qu'est-ce que ça contient au juste la déclaration du vendeur? La déclaration, c'est un peu le pedigree ou l'historique de la maison, mais aussi le pedigree versus l'équipement. C'est assez exhaustif quand même. Il y a de mémoire 14 pages peut-être, 15 pages. Aujourd'hui, oui. Et donc, oui, exact. Et donc, on traite de l'année d'acquisition. Déjà, ça commence comme ça avec depuis quand vous êtes propriétaire de la maison ou pas. Est-ce que ça a déjà été loué ou non? Et puis, suite à ça, on parle de l'électricité, certainement, de la plomberie, système d'aqueduc, s'il y a de l'approvisionnement municipal ou si vous êtes à fosse septique ou à puits, des trucs comme ça. La plomberie, évidemment. Suite à ça, il y a l'équipement technique qui peut être les échangeurs d'air, les thermopompes, piscine, sans Ça date piscine. de combien de temps? Exact. De toutes ces informations-là dedans? Oui, sur le DV, on décrira tout ça. L'équipement, si c'est présent, l'année de cet équipement-là. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des problèmes reliés au dit équipement? Est-ce qu'il y a eu par rapport à la plomberie, des dégâts d'eau, t'en parlais un petit peu. On veut savoir ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison-là même depuis si ça a le temps été que les réparé. propriétaires l'ont eu? Oui. Ouais. Donc, les infiltrations d'eau, est-ce qu'il y en a eu? La toiture, ça date de combien de temps? Vraiment, ça nous donne une bonne idée là, de ce qui s'est passé avec la propriété dans les dernières années. Et habituellement, c'est écrit les rénovations aussi qui ont été faites. Donc, ça nous donne des informations sur ce qui a été fait au cours des années. À la dernière page, en fait, je pense que c'est un petit clin d'œil, mais ça nous permet, on a un endroit où on peut écrire. Oui, moi, j'ai eu l'habitude de terminer un peu avec ça. Les ajouts, les rénovations qui ont eu lieu sur la propriété. C'est la dernière page qu'un acheteur lirait. Alors, c'est bien de finir avec, une liste d'épiceries un peu ou une liste de travaux qui ont été effectués sur la maison. On a ça me fait souvent rire aussi, des cuisines rénovées, mais d'il y a 18 ans. Ah, j'ai visité justement une maison en fin de semaine où on disait que la salle de bain avait été rénovée en 2010. Bon, mais ça fait quand même 14 ans, donc elle a été refaite. Elle a été refaite. Elle est tellement rénovée. Ouais. Ben, elle l'a été. C'est pas un mensonge de le dire, mais est-ce que c'est réellement dans le marché d'aujourd'hui un plus? Faut voir du cas par cas. Ouais. Mais oui, à un moment donné, les rénovations ont une période de temps pertinente pour moi, passer une dizaine d'années certainement et plus. C'est bien, dans certains cas, il y a de l'équipement qui dure plus que 10 ans. Toiture, par exemple. Mais rénovation, c'est passer une dizaine ou quinzaine d'années. Les goûts d'il y a 15 ans n'ont pas nécessairement les mêmes d'aujourd'hui.
Alors, faut s'attendre que même s'il y avait une salle de bain qui avait été faite il y a 10, 12, 15 ans, ben, un acheteur va peut-être vouloir la refaire lui aussi. Il ne considérera pas la rénovation à date. Quand je vous disais de tout écrire aussi, on a déjà vu des déclarations du vendeur où, à un moment donné, c'est écrit, est-ce qu'il y a déjà eu des petits animaux nuisibles, comme par exemple des souris, et c'est coché non, et pendant l'inspection, on trouve des trappes. Dans le Alors grenier. là, ça part mal sur la confiance. Ouais. Donc, c'est mieux de tout inscrire et ensuite de ça, de toute façon, ça vous protège parce que l'acheteur pourra pas dire, ben écoute, je savais pas, je l'avais pas vu. C'est certain que tu le savais. En tout cas, tu as signé la déclaration du vendeur où moi, je disais qu'il y avait dans ce cas-ci des souris ou pas de souris. Exactement. On priorise ça, en fait. L'historique de la maison est tel qu'il est. Il n'y a pas nécessairement de cachette parce que, comme tu le mentionnes, des fois, on oublie, on peut oublier, là, remarquer, là, un petit dégât d'eau qui a eu lieu il y a 15-20 ans, c'est pas certain qu'on s'en souvient. Ouais. Mais avec l'inspection, c'est sans se faire prendre, l'inspecteur le voit, puis après ça, ben, ça ouvre une discussion, en fait, Oui, une canne c'est pas de verre nécessairement sans de raison. mauvaise foi. Non, non, exact. C'est juste que des fois, ça peut aussi jouer sur la confiance. Le moins de cachette possible. Exactement. On est rendu à la préparation de la maison. Oui. Écoute, donc là, si ça fait longtemps qu'il y a des petites affaires qui vous achalent, donc à réparer, puis que vous dites toujours, bah, un moment donné, ben le moment est venu. Parce que le moment viendra aussi pour l'acheteur lors de la visite. Alors, oui, définitivement, de rafraîchir la maison, que ce soit... en fait, on est là aussi quand même pour vous aider, vous orienter avec une liste potentielle de trucs à adresser. Oui, parce que c'est pas toutes les rénovations qui valent la peine. Non. Et surtout, il faut faire attention parce que, surtout de grosses rénovations. Oui. Cuisine, salle de bain, là, j'entends parler de trucs à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Il faut faire attention parce que faut pas faire quelque chose dans lequel vous investiriez beaucoup d'argent qui plaira pas nécessairement au marché. Et l'acheteur, vous allez dépenser l'argent pour ramener ça selon vos goûts, mais le marché le prendra pas et payera pas pour. Là, on a un clash. Je viens de mettre 20 000 sur telle chose, puis finalement, vous reprendrez pas votre argent. Pas nécessairement. Le marché voudra le refaire à son goût. Alors, il faut faire attention à ça. Ceci dit, on peut parler, bon, des fois... La peinture? Oui, légère peinture, des corrections, de l'équipement aussi, des fois, qui fonctionne pas ou mal. Si c'est pas trop onéreux, pas nécessairement de changer une fournaise, mais que ce soit des appareils qui fonctionnent mal. Les petites affaires faciles à arranger, qui coûtent pas trop cher, mais ça évite de les accumuler sur la liste lors d'une inspection éventuelle. Oui, et retour aux négociations. Alors, ton commentaire est très bon de dire ce qui vous achale, vous, depuis des années. Vous vivez dans votre maison, évidemment, il n'y a pas de problème. Mais tout ce qui vous achale au quotidien, ben, va définitivement achaler un acheteur. Peut-être pas lors de la première visite, mais lors d'une deuxième un peu plus. Et suite avec l'inspection, comme tu mentionnes, ben oui, effectivement, tous ces points-là ressortiront de toute façon. Puis, dans plusieurs cas, ça peut ramener à réouvrir une négociation suite à... Plus que ça, quand je visite avec des acheteurs puis que je vois qu'il y a des petites choses qui auraient pu être réparées puis qui n'ont pas été faites, moi, ce que ça me dit sur l'entretien de la maison, c'est... De ce qu'on voit pas. Oui, peut-être la perception, en fait, ça aide pas. Ouais. Donc, ça peut prendre quelques minutes. Là, c'est le temps là, de juste se dire, regarde, je vais préparer la maison, je vais réparer ce qu'il y a à réparer, mettre une petite couche de peinture pour mettre ça cute. Mm-hmm. Et après ça, on attend les acheteurs. Ça optimise oui, votre vente, vos prix, définitivement. Il y a une époque où l'acheteur moyen voulait flipper ou en fait rénover. Il y a eu une période de... Flipper, tu veux dire acheter des propriétés à rénover, les rénover puis les remettre à vendre. Ouais, ben je me garde, en fait, j'ai dit ça, je me garde une petite gêne. Oui, il y a eu une période de flip. Il y a eu beaucoup d'émissions à ce niveau-là. Donc, les gens avaient pas peur de rénover, d'acheter des maisons abîmées et vieillots pour investir beaucoup, mais revendre. Ça, c'est une chose, bon, l'histoire des flips. Mais il y a aussi, à l'époque, il y avait quand même des gens qui le faisaient pour eux sans la notion de flip. Les gens étaient prêts à rénover, à mettre du temps et de l'énergie dans les maisons, même si c'était un peu usé. Oui, mais ça coûte tellement cher aujourd'hui, la rénovation. Les matériaux coûtent cher. Trouver quelqu'un pour rénover, c'est une mission impossible. Exact. Donc, ça a changé. Veut un clé en main aujourd'hui de plus en plus. Beaucoup plus. Et ça optimise le prix de vente, certainement. Plus vos maisons seront en bon état. On a un bonus, si on veut, là, versus les maisons en ce moment ou sur le marché qui sont dans un état impeccable. Oui, ça part plus vite. Oui. Et on veut l'espace aussi. Vous avez peut-être des gros meubles. Certainement, vous avez des gros meubles. On est convaincus que vous en avez. Le salle à manger en chaîne massif avec le bahuit qui va avec. Avec la chambre à coucher qui est pas dans le même étage de la maison, mais tout est dans le même style et dans de la misère à marcher. Non, il faut épurer. Il faut
Faut enlever aussi toutes les photos de famille, dépersonnaliser, essayer que, en fait, on veut voir la grandeur des pièces. L'acheteur qui visite veut s'imaginer dans sa maison. Donc, c'est important là d'enlever, comme je vous disais, toutes vos photos et peut-être ne pas être là aussi. Ça, c'est toujours un petit peu délicat, mais on suggère donc aux propriétaires de pas être présents lors des visites parce que ça met plus à l'aise le visiteur. Oui, je fais du pouce avec ce que tu dis. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Es-tu en désaccord avec ce que je viens de dire? Pas tout à fait, pas tout à fait. Mais je comprends d'épurer les maisons, les meubles, bon, les photos et tout. Ceci dit, moi, je peux m'en dire, vous êtes quand même chez vous et vous le serez jusqu'à la vente ou jusqu'au notaire. Alors, oui, il y a un ménage, si on veut, ou un effort à faire, mais on vit dans la maison quand même. Oui, moi, je préfère une maison dans laquelle il y a de la vie personnelle versus une maison qui a été tellement transformée qu'on a l'impression d'être chez Magasin de meubles, Brouille Martineau et compagnie. Oui. Moi, personnellement, ça me plaît moins. Ceci dit, il y a quand même aussi dans la clientèle des baby boomers, j'ai vu beaucoup avec les années, beaucoup de décoration et souvent très fragile. De cristal, de ladro, la porcelaine. Des trucs comme ça. Alors ça, oui, là, je suggère en fait d'en retirer le plus possible pour éviter des fois des accidents, mais aussi, bon, enlever certaines traces d'une époque un peu passée dans la maison. Ça aide les nouveaux jeunes acheteurs à s'y voir un peu plus. Donc, la maison est prête pour les photos. Oui. Et là, on n'arrive pas là avec notre cellulaire. Non? Non. C'est un photographe, une photographe professionnelle qui va venir prendre des photos. Alors, aujourd'hui, il y a aussi toute l'histoire des drones, des vidéos de présentation. Les drones, c'est super le fun. C'est important aussi parce que vraiment, ça démontre le quartier, l'endroit où sont les parcs, les écoles. C'est super, cette fonction-là aujourd'hui. Oui, on adore ça, comme tu dis, pour montrer, parce qu'évidemment, on peut, vous imaginez le drone, on peut prendre des photos avec une altitude assez importante. Alors oui, on voit bien le terrain. Moi, j'adore ça parce qu'on peut bien délimiter le terrain déjà d'une vue aérienne, mais aussi les éléments, que ce soit une école, un parc ou un secteur, un boisé. Avec cette technologie-là, on peut bien cibler la maison dans son environnement. Moi, j'adore ça. C'est aussi une technologie versus les photographes, que ce soit les vidéos, les drones ou les photos. Aujourd'hui, quand c'est fait par professionnel, ça donne aussi accès à réutiliser tout ce matériel-là pour d'autres plateformes qui sont aussi très importantes dans le marché d'aujourd'hui. C'est plus juste d'afficher sur Centris, évidemment, ça reste le nerf de la guerre, mais on peut, nous, comme courtier, le réutiliser, ce matériel-là, pour différentes plateformes de diffusion. On nous parle parfois de mettre la propriété là sur une page centrale d'un journal qu'on nommera peut-être pas. Aujourd'hui, c'est surtout sur les réseaux sociaux que ça se passe. Donc, on parle de Facebook, Instagram, TikTok. Les vidéos de présentation aussi, où on va se promener à l'intérieur de la maison. Ça, c'est propre à chaque courtier aussi. Chacun le fait, oui, c'est personnalisé, évidemment. Aujourd'hui, vous le voyez depuis, je vous dirais, un certain temps, évidemment. On s'adapte, nous aussi. Chacun a sa saveur. Oui, bien, on s'adapte. On est dans le métier, alors on suit ce train-là, évidemment, et on essaie de trouver des nouvelles idées, de nouveaux principes. Je te taquine parce que tu n'es pas très à l'aise avec les réseaux sociaux, mais tu fais de beaux efforts. Mais oui. Ça s'améliore. Donc, ensuite de ça, les visites débutent, les rendez-vous sont pris. Habituellement, nous sommes toujours sur place. En fait, le courtier devrait être sur place pour les visites. C'est la meilleure façon de voir la réaction des visiteurs, des acheteurs dans votre propriété. Alors moi, je suis vendue à ça, là. Moi aussi. Et en fait, sans donner de coup de coude à personne, moi, je comprends pas, en fait, que les courtiers ne le fassent pas tous. Nous, on le fait. Ça, je suis bien d'accord avec toi. C'est très important. Dans certaines visites, on n'intervient pas beaucoup. Quand les clients arrivent avec leur courtier, on n'a pas de problème à laisser la place à ces courtiers-là. Ils sont aussi professionnels que les autres pour présenter la maison. En général, ils ont lu le pédigree, ils ont lu un peu l'information sur le quartier. Alors, ils sont en mesure d'en donner à leurs acheteurs. Mais on comprend qu'un acheteur de Montréal qui magasine les Laurentides, par exemple, le courtier a pu faire certaines études du secteur et pas nécessairement un spécialiste. Et on le voit de toute façon. Il y a aussi beaucoup de courtiers qui arrivent avec leurs clients. Quand on est sur place, ils apprécient même notre présence et l'information qu'on peut transmettre sur la maison. Alors, c'est pas une question de voler le show ou de voler la clientèle à ce courtier-là, mais c'est plutôt de donner la bonne information sur votre propriété aux acheteurs potentiels. C'est important d'être là. Moi, je démarre pas de ça.
Alors voilà pour la mise en marché de la propriété. Dans une prochaine capsule, on regardera là ensemble lorsque vous recevrez une offre d'achat, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on regarde. Oui, il y a le prix, mais pas juste ça. Il y a tous les conditions à réaliser autour d'une offre d'achat. Oui, surtout au niveau, en fait, on en revient, on a parlé un petit peu au début, mais versus les dates d'occupation et de notaire. Si vous avez déjà un produit qui est acheté avec des dates fixes, j'en parlais un peu tantôt, c'est beaucoup plus facile à gérer. Mais si c'est pas le cas et que vous-même allez faire une offre d'achat sur un autre produit, c'est bien, je vais vous dire, de garder les mêmes courtiers alentour et la même équipe parce que c'est facile à gérer à travers les différents contrats d'achat et de vente et de notaires qui sont pas toujours les mêmes notaires. Il y a un transfert d'argent, il faut comprendre, d'un notaire à l'autre. Des On fois, il y a entend le souvent domino. ça, je veux pas me retrouver dans la rue. Exactement. Il y en a pas question. Faut pas notarier la vôtre 3 jours avant d'avoir la suivante parce que 3 jours-là peut être long. Mais à moins que vous ayez un chalet, ben, effectivement, il faut coordonner tout ça. Alors, il y a des petits détails comme ça qui, des fois, sont pas pris en considération par les gens, mais qui sont ultra importants à régler et à gérer. Parfait. On s'arrête pour aujourd'hui. Oui, sans problème. Un prochain rendez-vous. Prochain On rendez-vous. vous lance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire via notre adresse courriel. La suivante. Qui est là, ben, toujours la même, évidemment, le info@usauveimmobilier.com. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt. Merci.